En avril 1947, un concessionnaire automobile néerlandais nommé Bernardus Pont se promène sur le site de l'usine de Wolfsburg. Il a 43 ans et désespéré est là pour racheter des coccinelles pour son pays, une tâche qui s'avère difficile car les Pays-Bas n'ont pas oublié l'occupation allemande. Entre les halls de production, il aperçoit quelque chose qui va changer sa vie, un Plattenwagen, chariot plateforme, autoconstruit, bricolé à partir de pièces de coccinelle, utilisé par les ouvriers de Volkswagen pour transporter les pièces lourdes. Le conducteur est assis à l'arrière, juste au-dessus du moteur, une solution de fortune, peu pratique, géniale. Ben Pont, comme tout le monde l'appelle, s'assoit et dessine le 23 avril 1947 dans son carnet à spirale un véhicule de forme cubique, conducteur à l'avant, moteur à l'arrière et un maximum d'espace entre les deux. Un simple croquis qui se trouve aujourd'hui au musée de Rijksmuseum d'Amsterdam, le début d'une réussite qui totalisera 13 millions de véhicules, l'acte de naissance du Bulli. Mais le néerlandais se heurte à des résistances. Heinrich Nordhoff, le nouveau patron de Volkswagen, est sceptique. L'usine produit déjà la coccinelle 24 heures sur 24. Les capacités manquent. Pourtant, Pont s'obstine et le 8 mars 1950, le premier Volkswagen Type 2 sort des chaînes à Wolfsburg. Son prix 5850 marks, 150 marks de plus qu'une coccinelle toute option. Des données techniques qui prêtent à sourire aujourd'hui. 25 chevaux tirés de 1131 cm3, vitesse maximale de 80 km/h, charge utile de 750 kg, un moteur boxer refroidi par l'air à l'arrière, de la technologie de coccinelle de bout en bout, seule la plaque de base renforcée est nouvelle. Le design est radical, un pare-brise divisé en forme de V, des vitres latérales plates, le grand emblème Volkswagen sur la tôle à l'avant, pas de fioritures, une fonction pure, et c'est exactement ce qui le rend parfait pour l'Allemagne d'après-guerre qui s'apprête à renaître de ses cendres. Le nom interne était Type 2, la coccinelle était le Type 1. Officiellement, il aurait dû s'appeler Triumphator, Jewel ou Félix, mais l'Office des brevets a tout refusé, y compris la suggestion de Bulli. Le fabricant de tracteurs Lance craignait la confusion avec ses machines agricoles Bulldog. Le patron de Volkswagen Nordhoff aurait été amusé, mais le surnom s'est imposé en interne. Bulli avec I, diminutif affectueux de bus, et Lieferwagen. Ce n'est qu'en 2007 que Volkswagen a finalement pu acquérir les droits de la marque, 57 ans après que le nom soit déjà devenu culte. En 1950, l'Allemagne est en plein essor, le miracle économique prend de l'ampleur, les artisans et les petits commerçants ont besoin de véhicules de transport, le Bulli touche une corde sensible, polyvalent, robuste, abordable. Dès la première année, 8000 unités sont construites. Ce n'est pas assez, les délais de livraison explosent. En 1954, le 100 millième Bulli sort de la chaîne. La demande est si écrasante que Volkswagen ouvre en 56 une usine entièrement nouvelle à Hanovre uniquement pour le transporter. Les variantes se multiplient, fourgonnettes pour les boulangers et les électriciens, minibus pour les familles, plateaux pour les agriculteurs, ambulances, pompiers, police. Westphalia propose à partir de 1951 une camping box, un module qui fait du Bulli l'un des premiers camping-cars compacts au monde. Les banquettes rabattables deviennent des lits, un réservoir d'eau, des placards, en option une cuisinière. Le Bulli devient une promesse de liberté sur 4 roues. Et puis, en 1951, arrive le Samba. En fait, un projet secret,
Rudolf Ringel, chef de la construction expérimentale chez Volkswagen et ancien employé de Porsche, prend secrètement un T1 de série, le modifie, 23 fenêtres dans 8 dans le toit, un toit ouvrant, coulissant de 1,50 m de long, de gold, des baguettes chromées séparant la peinture bicolore, l'emblème Volkswagen poli, même un pare-choc arrière. Dans le tableau de bord continu, une radio à tube. Ringel a joué sur son poste, mais il crée une icône. Le minibus modèle spécial appelé officieusement Samba est produit à partir de 51. Il coûte en 1955 la coquette somme de 8 475 marks, soit l'équivalent de 25 900 € aujourd'hui, un Volkswagen de luxe alors qu'il n'existe officiellement pas encore de Volkswagen de luxe. Aux États-Unis, il s'appelle le microbus de luxe et devient un best-seller. À son apogée, un Volkswagen sur 10 vendu en Amérique est un Samba-bus. Les résidences de vacances sur roues venues d'Allemagne conquièrent le monde, mais un phénomène imprévu se produit. Les hippies découvrent le bully. En 67, le Summer of Love à San Francisco, Haight-Ashbury devient le centre de la contre-culture contre le Vietnam, la société de consommation, l'establishment et au milieu, les Volkswagen bus peints de couleurs vives, le Flower Power sur 4 roues, le bully devient le manifeste roulant d'une génération qui veut vivre différemment. Pas de symbole de statut, pas de chrome ostentatoire, mais la communauté, la liberté, le pacifisme, faites l'amour à la guerre et le bully comme moyen de transport pour y arriver. En août 69, le symbolisme atteint son apogée. Woodstock, 3 jours qui changèrent le monde, 400 000 personnes sur une prairie à Bethel, New York, un désastre organisationnel, chaos routier, boue, manque de nourriture, infrastructures submergées. Pourtant, l'événement restera pacifique, 3 Days of Peace and Music, et au milieu, un bully spécial. Le docteur Bob Hieronymus a passé 6 mois à peindre son T1, le Light Bus, des hiéroglyphes, un sphinx, des symboles de différentes cultures et langues, hébreu, sanskrit, ancien égyptien, un manifeste roulant de la compréhension entre les peuples. Un photographe de l'Associated Press prend une photo, un couple sur le toit du bully coloré, entouré de centaines de milliers de personnes dans la boue. La photo fait le tour du monde, le bully devient l'icône hippie. Ce qui n'enchante pas du tout Volkswagen, la direction craint des dommages à l'image. Les hippies chevelus, la consommation de drogue, le mouvement anti-guerre, cela ne colle pas avec un constructeur automobile sérieux. On ne veut pas que le bully soit associé aux hippies, mais il est trop tard, l'icône est née et on ne peut plus la faire reculer. Le paradoxe est parfait, le même bully qui, le matin, emmène l'artisan sur le chantier et symbolise le miracle économique, roule le soir vers le camp de protestation anti-guerre. Il est à la fois bête de somme et machine à liberté, le symbole de 2 mondes qui se combattent mais utilisent le même véhicule. Techniquement, le T1 reste modeste. En 1960, la puissance passe à 34 chevaux, en 63 à 42 chevaux et en 67, on atteint les 44 chevaux. La vitesse maximale 110 km/h et c'est optimiste. Le chauffage à air frais à partir de 62 est une révolution en soi. Enfin, la chaleur vient du radiateur moteur au lieu des cylindres. Quiconque conduit un T1 aujourd'hui sait que le chauffage est plus de l'espoir que de la réalité. La production en Allemagne s'arrête en 67.
1,83 million de T1 ont quitté les usines de Wolfsburg et Hanovre. Le successeur, le T2, arrive avec un pare-brise incurvé, son levé caractéristique, mais l'histoire du T1 n'est pas terminée. Au Brésil, il continue à rouler jusqu'en 75, puis est transformé en T1.5 avec l'avant du T2 produit jusqu'en 96, presque un demi-siècle de production pour un design datant de 1949. Et aujourd'hui, le Bulli vaut plus que jamais un Samba bien entretenu en état de entre 60 000 et 140 000 euros. Les premiers modèles Barn Door, porte de grange avec le grand capot moteur originaux et impeccable, plus de 200 000 euros. Même les importations rouillées du Brésil transformées en Samba atteignent encore des sommes à 5 chiffres. Les conversions électriques par des entreprises spécialisées comme Kindred Motorworks, 205 000 euros, 298 chevaux au lieu de 25, mais sans âme, disent certains. La raison de ces prix n'est pas rationnelle, ce ne sont pas les données techniques, une petite voiture moderne écrase le Bulli, c'est l'émotion, le souvenir, la promesse. Le Bulli représente quelque chose de perdu, une époque où l'on pouvait être heureux à 80 km/h, où une voiture n'était pas un statut, mais un outil ou une philosophie de vie. Ce qui s'est vraiment passé avec le Volkswagen T1, le Bulli, il est devenu le caméléon de l'histoire automobile, un véhicule qui symbolise à la fois le succès économique et la rébellion culturelle, la construction et l'évasion, le travail et la liberté, une contradiction sur roue qui fonctionne précisément pour cette raison. Le croquis de Ben Pon du 23 avril 1947 était plus qu'un projet de transporteur, c'était le plan directeur d'une icône culturelle qui n'a rien perdu de son éclat aujourd'hui. Quiconque voit un Bulli rouillé ou restauré sourit, non pas à cause des chiffres de puissance, mais parce que cette boîte en tôle a réussi quelque chose que peu de voitures parviennent à faire. Elle est devenue intemporelle en pouvant tout signifier pour tout le monde. Le light bus de Woodstock est perdu depuis longtemps, disparu quelque part dans les années 70, mais en 2019, pour le 50e anniversaire, il a été reconstruit, un nouveau T1, peint d'après l'original de Hieronymus, en tournée à travers l'Amérique, de machine à remonter le temps, dit le documentariste jeune Chicholm, qui emmène les gens dans le passé, à travers le présent et vers l'avenir. C'est peut-être la plus grande réussite du Bulli. Il nous ramène à une époque où le monde semblait plus simple, où l'on pouvait écrire l'histoire avec 25 chevaux et un croquis, et où un véhicule avec 25 chevaux et cubique sans fioriture, avec plus d'âme que n'importe quel SUV de 500 chevaux avec siège maçon n'en aura jamais. Le Bulli n'a pas échoué, il a gagné d'une manière que personne n'aurait pu prévoir en 1947. Il est devenu immortel.